Salam alaikum, Manzour Fillaoun. Bonsoir. Il n'y a rien qui soit ignoble finalement dans cet aéropage des vanités qu'est le régime algérien. Ces grands parrains du plus grand régime mafiocrate de la région, du régime, sont vraiment bien peu de choses après tout. Lorsqu'ils ne s'en vont pas par les égouts de l'histoire, ils se coulent dehors par la chatière. Qui aurait cru, il y a quelques mois seulement, que le temps viendrait où le plus grand baron militaire du régime algérien, tellement redoutable qu'il se faisait appeler Rabb Dzaïr, astaghfirullah, tellement terrifiant que personne, en dehors de son entourage et de quelques rares agents, ne connaissait son visage, tellement puissant qu'aucun président ne pouvait être élu sans son accord, ni aucun grand serviteur de l'État nommé sans son feu vert. Qu'un tel homme puisse en arriver à se faire virer comme le dernier des appariteurs et qu'il en arrive à écrire des lettres ouvertes comme Monsieur Tout-le-Monde pour défendre un de ses agents, un général, qui a été jeté en prison comme le dernier des troufions. Et ainsi donc, voilà que celui qui planait par-dessus la mêlée, par-dessus les cimes, se crache de toute son envergure. Qui aurait cru que l'inoxydable patron du redoutable DRS en arrive un jour à écrire des doléances à Monsieur le Président, dont il sait pourtant que ce n'est même pas lui le Président? Qui aurait cru que le généralissime pouvait un jour user de mots comme Monsieur Tout-le-Monde, comme le dernier kidam qui se fait écrire ses lettres ouvertes par un quelconque piscopi, avec des formules à l'emporte-pièce, gna 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 gna. Qui aurait cru que l'inexpugnable citadelle, qui était ce général de corps d'armée, en arrive à revendiquer pour son ex-subalterne une justice plus juste? Qui aurait cru? Finalement, c'est bien vrai que le Titanic n'était pas aussi insubmersible que ça. Plouf. Bac, 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 bac. Je vais vous lire deux courts extraits de cette fameuse, désormais, déclaration. Parlons du général Hassan, qui vient d'écoper d'une peine de 5 années de prison ferme. Le général Tawfiq plaide, je le cite, « Il a géré ce dossier dans les règles, en respectant le code de travail, etc. » Fin de citation. Non, non, vous avez bien entendu. Il parle de respect du code de travail. On croit rêver. Mais attendez, parce que dans ces eaux-là, les mots pèsent très lourd. Tawfiq n'écrit pas code du travail, mais code de travail. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce à dire qu'il existe un corpus de règles non dites dans les services secrets algériens qui s'appelle code de travail? Ou est-ce que le général parlait du code du travail de Monsieur Tout-le-Monde? Et en l'occurrence, qu'est-ce que celui-ci a à voir dans cette histoire? Pour le moment en tout cas, aucun analyste, aucun journaliste à ma connaissance ne s'est penché sur cette bizarrerie. Ensuite, je recite. Au-delà des questionnements légitimes que cette affaire peut susciter, le plus urgent aujourd'hui est de réparer une injustice
qui touche un officier qui a servi le pays avec passion et de laver l'honneur des hommes qui, tout comme lui, se sont entièrement dévoués à la défense de l'Algérie, etc., etc. Fin de citation. Et là aussi, vous avez bien entendu, le général Tawfiq parle bien de réparer une injustice. Lui, dans un seul hochement de tête, une seule paupière qui se baisse, signifiait le carnage de centaines d'êtres humains, l'incarcération de milliers d'autres. Lui qui avait institué la torture en règle systématique d'interrogatoire, voire de terreur. Lui qui avait couvert avec une noire maestria le sinistre terrorisme pédagogique. Lui, sous le règne duquel la mort rouge avait provoqué la mort d'un quart de million de civils. Et nous en sommes là. Aujourd'hui, Rabb Zahir est désormais entré dans le rang. Il écrit des lettres ouvertes comme Flan et Feltan. Et on dit même que ses demandes d'audience à Bouteflika, le seul vrai patron du pays, sont restées sans réponse. Et je ne parle pas de Abdelaziz. Mais on dit tellement de choses. Pour ma part, j'ai un tout autre avis sur la question. Tellement différent de celui qui gave l'opinion publique, qu'il n'est pas très opportun de le dire maintenant. Chaque chose en son temps. Il me suffira de dire que je ne crois pas, mais alors pas du tout, en la thèse qui circule du limogeage de Tawfiq. Je crois que l'affaire est beaucoup plus complexe que cela, qu'un deal a eu lieu entre les uns et les autres pour démanteler le DRS avant le départ programmé de Tawfiq, qui ne voulait laisser son sinistre jouer à personne d'autre que lui. Mais ça ne veut pas dire que le deal n'ait pas été rompu et que le général ne soit pas maintenant devenu une cible. Nous en parlerons en temps voulu. Pour le moment, nous essaierons de décrypter avec nos invités, un tant soit peu, tous ces messages codés, toutes ces initiatives qui s'habillent de saines intentions, toutes ces gesticulations politiciennes et surtout ces démonstrations de force du régime. Comme s'il voulait prolonger encore plus, qu'elle ne l'est déjà, la grande sieste politique. Ce silence presque obséquieux de cette classe dite politique qui veut faire croire qu'elle observe une réserve tactique. Aujourd'hui. El Huffington Post. La lettre du général Tawfiq provoque des tumultes dans la maison du pouvoir algérien. Jeune Afrique, Algérie, la lettre ouverte du général Tawfiq fait des vagues. El Watan. Point de vue, les cadres du DRS sous le choc. Le soutien sélectif du général Tawfiq. Nous allons commencer par écouter ce que dit Saadani, le secrétaire général du FLN, sur cette sortie du général Tawfiq. Écoutez. ما نعطولهاش أكثر من حقها، رسالة طاحت في الماء وكما قال عليها في رسالة عبد الحليم إني أغرق إني أغرق إني أغرق وأغلق القوس. فحوى الرسالة فعلا إني أغرق، رسالة من تحت الماء. Aujourd'hui avec nous pour en parler, Sami Dziri, documentaliste à Paris, Yassine Saadi, militant politique et militant pour les droits de l'homme, Paris, Brahim Younsi, président de l'UDM, Paris. Nous utiliserons aussi le Facebook pour prendre certains de vos commentaires ou de vos questions que vous m'envoyez directement sur ma page. Sami Dziri, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, je vous salue vos invités. Merci. Et ainsi que tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci. Alors, Sami Dziri, Saadani vient d'user de l'artillerie lourde contre Tawfiq. Carrément, il va au plus grave. Il parle des gens qui ont été torturés, de l'assassinat de Boudiaf, etc. Oui, c'est un remake de la première attaque initiale initiée justement par Saïdani. Bon, Saïdani, mais il faut savoir qui est derrière.
L'essentiel, c'est que bon, il y a... Qui est derrière? Qui est derrière Sami Djeri? Saïdani, ceux qui sont derrière, c'est ceux qui logent à la présidence et qui ont intérêt que le système se prolonge. On veut des noms, donc, on veut des noms, on veut des noms. Des noms, vous avez Saïd Bouteflika, vous avez toute une smala. Donc c'est pas ça le problème. Il y a aussi l'humiliation subie. Il y a 2 jours, il y a un document présenté à Nahar qui l'ont humilié, mais très 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 grave. Et donc il est devenu presque la risée. D'autant que parce qu'il a fait 2 grandes erreurs de sa vie. C'est qu'à travers ce communiqué, la question qui se pose, c'est pourquoi se contenter de défendre uniquement le général Hassan? Est-ce que c'est parce qu'il était son ancien chauffeur? Nous l'avons dit il y a 2 mois dans l'émission avec vous, Jamaldine, qu'il y avait un lien de parenté avec le général Hassan. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il défend le général Hassan uniquement parce que c'est son parent par alliance et parce que c'était son chauffeur. C'était son chauffeur, vous nous dites. C'est secondaire. Oui. Le point nodal, le plus important, c'est le noyau référent, c'est-à-dire la matrice idéologique. Hassan, Toufiq, Djibbar Mhenna, Ben Daoud et toute une dizaine de généraux qui sont emparés de DRS et qui ont fait de Toufiq juste un petit drapeau, un étendard. C'est eux qui partagent la même idéologie. Et ils ont des relais dans les médias et dans les partis politiques. Vous avez parlé de Louisa Hannoun, elle est dans la périphérie aussi de ce centre. Deuxième chose, on est sorti de la phase du mythe. Le mythe du général Hassan, brossé par les pleureuses comme Salimat Lemsani, Hannoun, Toumi et consorts. En fait, on apprend que le général Hassan est entré au DRS en 2003. Ça veut dire le moment où tout le terrorisme en Algérie, elle a passé déjà son calvaire. Et on a fait de lui comme le patron de la lutte antiterroriste. Encore un mythe qui tombe à l'eau. Et donc, dans ce communiqué, Toufiq... Mais il n'était pas au DRS quand il était à l'étranger? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Il n'était pas au DRS quand il était à l'étranger? Non, pas du tout. Il était dans un BS, un bureau de sécurité. Ça, c'est même un militaire, il peut être dans un bureau de sécurité, pas nécessairement un gars de renseignement. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas issu, il est issu de la marine, il n'est pas issu de renseignement. Et donc, Général Toufiq, déjà, avant de rédiger son communiqué, avant de faire le communiqué, il a contacté beaucoup de généraux. Beaucoup de généraux, quand j'ai dit, les mangés comme lui. Ils ont refusé de signer avec lui. Parce que il avait une vision très césariste du pouvoir. Et il faut servir César avant Rome. Et donc, il faut servir Rabb Dzer, ceux qui étaient Rabb Dzer, avant de servir l'Algérie. Maintenant, les choses ont tourné. Et donc, il a aussi fait quelque chose de très très grave, c'est qu'il a évacué l'intelligence du service de renseignement. Il n'y a plus d'intellectuels. Tous ceux qui les ont promus, Rabb Dzer les a promus, c'est des gens, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui était chauffeur, il devient général. Et ce sont des gens qui n'avaient pas ni les compétences, ni les aptitudes, sauf la promiscuité, l'allégeance, l'obéissance. Et donc, il a évacué l'intelligence. Mais Sami Djeri, vous avez vu comment ils sont tombés dessus, ces anciens alliés, ces anciens nervis, ces anciens agents? C'est incroyable hein, comme ils sont en train de lui tomber dessus. Même des journalistes, tout le monde lui tombe dessus. Nahar, il a ridiculisé. Il a contacté plusieurs généraux. Même, il y a une liste de 9 généraux qui les a contactés. Ils ont tous refusé. Ils lui ont dit, quand on recevait du marteau sur la tête, il n'y a personne, vous étiez tranquille. Vous pensez que... maintenant, parce que c'est quelqu'un, dans tout corps constitué, il y a un principe fondamental, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité du corps. Or, ce bonhomme-là n'a pensé qu'à lui. Il pensait que c'est lui l'Algérie, c'est lui le tout. En 25 ans, il nous a laissé que des cendres. Et donc, maintenant, il se retrouve tout seul, comme une bête blessée. Et il n'y a pas d'échappatoire. Restez avec nous, Sami Djeri, je reviens à vous dans un instant. Je reçois à présent Yassine Saadi,
Yassine Saadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Yassine Saadi, d'abord votre sentiment général sur ce qui est en train de se passer en matière de déclaration de ce fameux Toufiq. Écoutez, un des mystères, je dirais, et même ce qui est amusant en Algérie aujourd'hui, si la situation n'était pas aussi dramatique, c'est qu'on passe de la grande muette à la vieille pipelette. Ça veut dire la lettre du général-major Toufiq s'inscrit dans la droite ligne, je dirais la même direction que la déclaration du général Khaled Nazzar. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, deux personnages qui ont exercé des fonctions très importantes, des fonctions de pouvoir, je dirais qu'ils faisaient le beau et le mauvais temps en Algérie. C'est des gens qui ont consolidé cette justice inique, une justice qui on connaît, tout le monde connaît les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, il la critique. La missive du général Toufiq, elle ouvre une brèche, pour ne pas dire un carrefour ou une autoroute, à tous ceux qui demain doivent remettre en cause les décisions de justice. Le général Toufiq, il est en train de faire un appel à tous ceux qui ont subi depuis 25 ans, moi j'irai même plus loin, je dirais depuis le coup d'État en 1965, les jugements de la justice militaire ou la justice civile en Algérie, qui on sait comment elle fonctionne. Le général Toufiq, on perd de vitesse, on perd de repères. Moi, mon analyse, elle est peut-être assez basique, mais je crois que la lettre qu'il a envoyée à l'opinion publique, c'est une lettre, il a pris l'opinion publique à témoin, parce qu'il sait que la boîte à Pandore s'est ouverte, et que son poulain, son ancien chauffeur, disons Hassan, aujourd'hui entre quatre murs, il aura le temps de méditer sur son allégeance, le laisser tomber, et Toufiq peut payer les pots cassés. C'est-à-dire, Hassan, à un moment donné, il va dire, voilà, mon donneur d'ordre, lui, il est à l'abri, moi, ma vie, elle est brisée, mes enfants, ils sont seuls. Donc, il y a un risque qu'il balance tout. Parce qu'on sait que lorsqu'on parle du DRS, version Toufiq, c'est l'opacité, c'est la non-transparence, disons, et surtout une politique, une culture du secret, ça veut dire on ne communique pas. Le général Toufiq, il a jugé bon de défendre son sbire, qui est le général Hassan, je dirais, en violant le code qui lie les gens de ce système. C'est-à-dire, parfois, ils arrivent à sacrifier un des leurs dans le silence, même s'il n'y a pas d'approbation, mais il y a toujours des moutons sacrifiés. Aujourd'hui, la prise de position de général Toufiq, elle brise cet accord, je dirais, non écrit. C'est quelles sont les raisons? Parce que Toufiq, peut-être aussi, il veut se situer sur un échiquier, je dirais même pas politique. Il veut exister après l'existence qu'il a eue au sein du DRS. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que Général Toufiq veut prendre l'opinion publique à témoin d'une certaine manière. Comment lui, qui a procédé à la neutralisation de cette opinion publique, lui qui l'a manipulé comme il voulait, lui qui sait que les journalistes d'une façon générale sont sous contrôle, que les relais médiatiques et sociaux sont sous contrôle. Comment peut-il croire qu'il peut avoir barre sur cette opinion publique? Mais vous savez, le général Toufiq, il a fait gaver énormément
de clientèle. Ça veut dire, il suffit de voir, par exemple, certains gens nous disent que, tiens, le général Toufir, c'est la première fois qu'il parle. Et ça, c'est une fumisterie et une mystification, parce que le général Toufir a toujours communiqué à travers Selimat Lemsani, alias Obouchou, il a toujours communiqué à travers des journaux comme Liberté, Al-Watan, Al-Khabar et d'autres canaux. Il avait, ça veut dire, je dirais même, il avait une manière très moderne de communication. Vous savez, dans les grands holdings, on ne voit pas le PDG, on voit un porte-parole. Et Toufik, il en avait plein. Donc, aujourd'hui, la parole de Toufik, elle pousse ses poulains, ça veut dire les gens, ses protégés, à le défendre, à défendre Hassan, parce qu'ils savent que la fin du mythe, c'est la grande découverte, ça veut dire la boîte à Pandore va s'ouvrir et on va savoir des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes à entendre ni à voir. Restez avec nous, Yassine Saadi, je reviens à vous dans un moment. J'accueille à présent Brahim Younsi, président de l'UDM. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau. Alors, Brahim Younsi, Toufik, cet homme secret, cet homme qui a su préserver jusqu'à son image, dont certains pensaient même qu'il n'existait pas, tellement il a su gérer ce mythe qu'il était devenu. Comment en est-il arrivé aujourd'hui à une telle extrémité d'écrire des lettres ouvertes comme Monsieur Tout-le-Monde et une lettre ouverte d'une maladresse abyssale? Ça veut dire on en est arrivé à croire qu'elle n'est pas de lui. Ou alors ce monsieur qu'on croyait génial, finalement, il est bien peu de choses. Je ne peux pas vous dire comment il en est arrivé là. Mais cette lettre, si elle avait un mérite, c'est celui d'avoir fait sortir du bois beaucoup de ses agents. Pas seulement dans la presse, nous le savions pour un certain nombre d'entre eux, mais aussi dans la faune politique. Et évidemment, j'ai un certain nombre d'intellectuels qui se sont fait toutes ces dernières années des accusateurs qui pointaient le doigt en direction des opposants réels. Ceci étant dit, il s'agit de services secrets. Moi, sincèrement, je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas vous dire ceci a fait cela, ceci a dit cela, ceci a éclairé ceci, il a dit. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas dans le secret des services secrets. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Simplement, on peut faire effectivement des analyses, des approches, mais des approches et des analyses de système. Moi, la question que je me pose, je me dis que l'affaire Toufik, l'affaire Hassan, l'affaire ceci, l'affaire cela. D'abord, on a affaire à des criminels que la justice attend un moment ou un autre. Ce qui arrive à Toufik Mediane n'est pas pour moi la justice. Nous sommes dans le règlement de compte, s'agissant de Hassan, ou s'agissant de Toufik, ou s'agissant de Ben Hadid, ou s'agissant du général Mjdoub. Nous sommes dans le règlement de compte. Nous sommes dans la lutte des clans qui se poursuit d'ailleurs, qui n'est pas toujours finie, qui n'est pas encore finie. Mais est-ce que le système a changé? Le système n'a pas changé. Mais Brahim Younsi, excusez-moi de vous interrompre. Vous parlez de guerre des clans. On ne sait pas si elle a vraiment commencé. Pour le moment, c'est un duel à fleur et moucheté. Quelques généraux périphériques qu'on envoie en prison, des journaux qu'on ferme ou une chaîne de télé qu'on suspend. Mais il n'y a pas de véritable guerre des clans déclarée avec des effets vraiment qui se font sentir. Cette lettre j'ai dit que cette guerre des clans continuait, se poursuivait, et elle va aller sur le terrain, entre guillemets, sur le terrain politique. Cette guerre qui continue, on l'a vu, vous l'avez montré tout à l'heure, la lettre de Toufik et la réponse qui a été donnée tout à l'heure par le secrétaire général du FLN. Ceci étant, à mon avis, il faut tenir compte du système. Le système n'a pas varié.
n'a pas changé et ne changera pas. Et nous voyons aujourd'hui qu'il n'existe pas, hélas, d'alternative politique. Et c'est ce que ce système est en train de vouloir démontrer, qu'il n'y a pas d'alternative au niveau de l'opposition, que cette opposition prend parti pour un général dont, vous savez, vous l'avez dit de façon claire et nette, un général qui a sur les mains et sur la conscience des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts, de disparus, etc. C'est cela la véritable question. La question est celle du système. Est-ce que l'état-major aujourd'hui et les régions militaires continuent de se comporter comme les propriétaires de l'Algérie et de l'État algérien, ce qui est à mes yeux toujours le cas. Le fait d'avoir évincé d'une manière ou d'une autre, à la suite d'un deal ou pas, le général Toufik, et bien sûr avoir fait éclater le DRS et changer le système. La nature du système est la même. Dans ce pays, il n'y a pas de justice, que ce soit à l'égard d'un général qui devait être puni et jugé de toutes les façons pour les crimes qu'il a commis, qu'il ait été le chauffeur ou pas, ça je ne sais pas, on a tous lu, et comme vous, j'ai lu ce papier qui présente ce général comme ayant été le chauffeur du chef du DRS, je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer. Je n'ai pas de correspondant qui puisse me le confirmer, donc je ne peux pas savoir. Je ne sais pas quel est son cursus. Il était jusqu'à ces 2 ou 3 dernières années quelqu'un qui était inconnu et inconnu du grand public, y compris de ceux qui prétendaient être initiés. Donc nous sommes dans l'opacité la plus totale. L'analyse devient difficile à faire, même si je crois moi que s'il y a des raisons internes, des raisons de pouvoir, et c'est vrai, la preuve en est, des généraux qui se font arrêter, qui se font mettre en prison, qui sont condamnés, ça veut dire qu'il y a une véritable question de pouvoir et de sécurité des uns et des autres. Restez avec nous, Brahim Youssi, je reviens à vous dans un petit moment. Je vais prendre quelques questions et quelques commentaires sur Facebook. Alors, Najia Sylvie Ayrish, c'est un début pour Toufik, mais on aurait aimé qu'il joigne les actes aux paroles. Agissez, dénoncez, sauvez ce qui reste de cette pauvre Algérie, monsieur Toufik. Et chemin de fer qui lui répond, sauver ce qu'il a massacré lui-même. Alors ensuite, Salim Agoun, d'après ce qu'a dit Saadani ce jour, son sort est scellé et c'est la prison. Le tour prochain sera pour Khaled Nzar. Les généraux de la décennie noire, les responsables des massacres, des exactions extrajudiciaires, de la torture systématique des disparus des camps d'internement du Sud, paieront un à un ici-bas en attendant l'au-delà. Je reviendrai à d'autres commentaires et à d'autres questions après. Sami Dzeri. D'abord, finalement, qu'est-ce que compte obtenir Toufik avec une pareille sortie? Est-ce que ce n'est pas plutôt un acte désespéré? Il voulait fédérer tous les noyaux qui sont un peu éparpillés pour sauver le système qu'il a érigé depuis 25 ans. Parce qu'il y aura des affaires, surtout des affaires sécuritaires. Ce qui s'est passé en Algérie, mais aussi ce qui s'est passé ailleurs. N'oubliez pas qu'en 2001, Toufik a visité le siège de l'Anglais en Virginie. Et puis il a accordé un bureau de la CIA en Algérie. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui l'a accordé. Et s'il n'y avait pas l'affaire Andrew Warren, qui a violé 3 filles algériennes et qui a révélé l'existence de ce bureau, eh ben, il y aura d'autres affaires. Avec les États-Unis, par exemple, il y avait l'affaire BRC. C'est une affaire très, très, très grave qui touche à non seulement la souveraineté, mais à la sécurité du pays total. Et puis, on sait comment ça a été démantelé. Et donc, ce bonhomme-là ne pensait pas à l'Algérie, ne se pensait pas au pays. Il pensait qu'à lui-même, à rester au pouvoir et à servir ses amis, ses proches et ainsi de suite. Là, l'action, l'intention de son action, parce qu'il est seul
Et Toufik, il faut savoir qu'il a un profil un peu second-nu. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la confrontation. C'est quelqu'un qui va juste dans la compromission, le compromis, et puis il va se loger là où la force se constitue, et puis il reste dans cette force. Mais Sami Djeri, c'était quand même le puissant patron du DRS, c'était lui qui décidait de tout, c'était l'homme numéro 1 du régime. Oui, il n'est pas puissant en lui-même, il est puissant dans son clan. C'est comme un surfeur. C'est quelqu'un qui se met au cru de la vague, et puis il utilise la dynamique de la vague, et puis il se met dessus. Mais malheureusement, la vague, elle a un run, et puis elle arrive à un certain moment où elle s'arrête. Et lui, comment expliquez-vous, Sami Djeri, comment expliquez-vous qu'un tel homme, qui a une expérience de 25 ans dans la gestion de la terreur, dans la gestion du tout sécuritaire, dans la manipulation du terrorisme, dans la manipulation du terrorisme international, comment expliquez-vous qu'un tel homme puisse se laisser faire comme il s'est laissé faire par le clan présidentiel, qu'on lui ait enlevé ses griffes une par une, c'est-à-dire qu'on ait démantelé ses directions une par une? Est-ce que vraiment il n'était pas partie prenante de cette opération démantèlement? En fait, il y a une culture dans le DRS, l'ASM, le MALC. Il y a une culture, c'est des gens qui pensent pas stratégique, ils pensent uniquement tactique. Alliance, un petit peu constituer un clan, se renforcer. Et on a vu Boussouf, hyper puissant. Mais Boussouf, il a condamné Boumedienne à mort. Il a même payé les gens pour qu'il l'abattent. Et puis Boumedienne, il l'a évincé. Et on a vu Boumedienne qu'il a été évincé aussi par des gens, son clan. Et ainsi de suite. C'est quelqu'un qu'est-ce qu'il était? Il était à Oran toute sa vie, il a fait dans l'ombre de colonel Chedli Benjedid. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études dans le renseignement ou universitaire très poussé pour avoir une vision stratégique des choses. C'est quelqu'un... Il a fait le KGB, il a fait le KGB quand même. Il était dans la promotion tapis rouge. Le KGB n'est pas vraiment le KGB, il a une philosophie de contrôle. Il n'a pas la philosophie de maîtrise. Les meilleurs services secrets du monde, ceux qui optent pour la maîtrise. C'est-à-dire que moi, je maîtrise la situation. J'ai pas besoin d'aller arrêter les gens, les torturer, les faire disparaître et ainsi de suite. Comme ils se font dans les services secrets les plus évolués. Eh ben, c'est quelqu'un qui était obsédé par le pouvoir. Et il n'a pas réussi à avoir une vision. Quand je prends par exemple l'Éthiopie, le chef du service secret éthiopien, il a pas 55 ans, et l'Éthiopie, elle a exporté plus que l'Algérie. Le Rwanda, il a exporté plus que l'Algérie. Sami Djeri, général Toufik, il n'aurait pas pu prendre le pouvoir directement, s'il avait voulu? Non, je pense pas. Je pense pas. La preuve, il est resté 25 ans dans l'ombre. Vous prenez l'exemple de ce journaliste, le pauvre, il a osé même publier sa photo et il a été arrêté. Il est passé par l'Harrach. Non, je pense pas qu'il avait l'ambition de prendre le pouvoir. Et comme on dit, bon, le pouvoir, il aime bien être derrière, diriger tout. C'est la philosophie du contrôle. Comme il faisait à l'époque de l'Union soviétique ou le KGB, c'est vrai, ils avaient ce qu'on appelle le contrôle. Mais on a vu dans la confrontation Est-Ouest, c'est la maîtrise qui a gagné sur la stratégie du contrôle. Et donc ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a montré ses limites. Et il a promu des gens qui n'avaient pas les compétences. On ne peut pas être entouré par Il a élevé la compétence au rang de noblesse. Pourtant, à un certain moment, Sami Djeri, le DRS, il avait écrémé les universités, il avait pris ce qu'il y avait des meilleurs dans la société, parmi les gens les plus intelligents, les meilleurs élèves, un peu partout dans les grandes écoles, les universités. C'était connu comme étant... Oui, c'est vrai, mais c'est un système de cooptation. C'est un système de cooptation. Ils vont à l'université pour coopter des gens et les intégrer. Et ces gens-là, ils ne sont pas dans le centre décisionnel. Ils sont dans le centre consultatif. Dans les services secrets à travers le monde, comme la CIA ou n'importe quel service secret plus performant,
Le milieu universitaire, ils ont des professeurs à l'université, ils intègrent les gens. Quand ils demandent à un centre d'études ou un institut une étude sur tel pays, qu'ils vont voir la prospective et ainsi de suite, ils les intègrent dans le centre de décision. Le DRS, non. Il n'intègre pas dans le centre de décision les intellectuels. Il les utilise comme un support, tout simplement. Restez avec nous, Samit Zeri. Yassine Saadi, ces derniers jours, la presse est vraiment émaillée d'interventions en tout genre, d'intellectuels, de journalistes, d'hommes politiques, qui pourtant étaient tous connus comme étant des proches de Toufiq, ou du moins parmi ses clients. Ils sont en train de lui tomber dessus, carrément, à un point où ça devient choquant. Cher Jamal, les archéologues, ils ont un principe qui dit il faut toujours suggérer la profondeur là où ça a l'air simple en surface. Pour analyser ce qui se passe en Algérie, je crois qu'à un moment donné, on doit se défaire de nos prismes et nos préjugés politiques. Moi, en tant qu'opposant et militant politique, militant, parfois je peux ne pas être objectif dans mon analyse. Mais ce qui se passe en Algérie, c'est que le proverbe qui dit la vache lorsqu'elle est par terre, on voit surgir de partout des couteaux. Mais Toufiq, contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, il n'est pas dans la position à plaindre, ça veut dire par rapport à ses anciens obligés. Au contraire, ils sont en train de le défendre. On voit que Louisa Hannoun s'est transformée en un avocat extraordinaire de Hassan, de Toufiq, du DRS version Toufiq. On voit que les journaux, à part Al-Watan qui a dans la page 6, il a publié cette fameuse lettre sous le titre de point de vue. Ça veut dire c'est même pas c'est pas une prise de position du journal. Mais la ligne directive, c'est que défendre le soldat Toufiq à tout prix. Toufiq, contrairement à ce qu'on peut penser, n'était pas le patron d'un service de renseignement ou service secret moderne. Toufiq, c'était quelqu'un qui était dans la ligne droite de la sécurité, de la Stasi, du KGB version Brejnev et tous les tyrans. Il n'était pas dans le renseignement, je dirais presque même basique. C'est une police politique qui a muselé les gens, qui a contrôlé les journaux, qui a corrompu, qui a acheté, qui a menacé, qui a fait chanter les gens. Et aujourd'hui, moi, j'analyse que ceux qui critiquent la position de Toufiq, c'est les gens qui ont le plus souffert. Mais ceux qui le défendent aujourd'hui, c'est des gens qui ont quelque chose à se reprocher. Ils ont peur, je le dis, je le redis, que la boîte à Pandore s'ouvre. Et elle s'est entrouverte plutôt. Et moi, je ne rejoins pas du tout l'analyse qui dit que c'est un règlement de compte au sommet de l'État, entre des clans, Je crois que c'est assez simpliste comme lecture des événements, parce que c'est un pouvoir qui est basé sur les équilibres, sur le rapport des forces et sur les allégeances. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été rompu depuis 2013, il y a quelque chose qui ne passe plus. Ça veut dire que, sans vouloir rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas de renseignements précis de ce qui s'est passé en 2013 à Tegenturin, mais la Vox Populi dit des choses qui ne sortent pas comme ça par hasard. Ça veut dire qu'il y a des choses assez précises, assez impressionnantes même, et qu'aujourd'hui, lorsque le général Toufiq, comme vous l'avez précisé au début, en préambule de votre émission, il dit qu'il a respecté le code de travail. C'est très bien de le préciser. Ça veut dire que Hassan ne faisait ce qu'on faisait depuis le début. Ça veut dire, voilà. Et pour revenir à votre question, aujourd'hui, je trouve qu'il y a Toufiq, il a de la galerie, malgré la sortie amusante de Saadani. Il dit Risala min taht al-ma en faisant référence à cette fameuse chanson de Abd al-Halim. Il dit Inni aghraq, aghraq, aghraq. Ça veut dire qu'il a dit, de toute façon, game is over. Ça veut dire les jeux sont faits et que c'est un cri de détresse ou je Mais dirais... il a accusé aussi d'avoir torturé des gens. Il a accusé aussi
d'être au courant de l'assassinat de Boudiaf? Écoutez, ça il l'a dit tout à fait à la première sortie. Je crois qu'il faut reconnaître, au-delà de l'opinion qu'on peut avoir de Saadani, au-delà de ce qu'on peut penser de lui, au-delà de l'opposition qui peut m'amener à être, c'est-à-dire un adversaire beaucoup plus je dirais, un partenaire. Moi, je reconnais à mon adversaire, c'est-à-dire lorsqu'il a des qualités, je dis qu'il a des qualités. Lorsqu'il a des défauts, je dis qu'il a des défauts. Saadani, il sort du cœur du réacteur, c'est-à-dire c'est un enfant du système, c'est un membre du système. Il sort, il dit des choses, ce que l'opposition a dit depuis des années. Et on était accusé de tous les mots, de je dirais, toutes les accusations affamantes et défamantes. À un moment donné, je crois qu'il faut reconnaître que Saadani, c'est lui qui a fait vaciller cette statue qui était indéboulonnable. C'est-à-dire on ne pouvait pas, c'est-à-dire tout ce que l'opposition a fait, tout ce truc comme ça, c'est resté sans effet. Il a suffi que Saadani sort du corps du réacteur, il pousse, et on voit que c'est un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire, voilà, lorsqu'une institution est basée sur l'injustice et la terreur ne tient pas à la rationalité des choses, c'est-à-dire à un moment donné, il a suffi que quelqu'un du système, il sort de l'opacité vers la lumière et dit des choses assez claires pour que Toufik perde pied. Mais Saadani de son propre chef? Peu importe, vous savez, on est toujours... le pouvoir, il est constitué comme ça. C'est des groupes, c'est des groupements. Et moi, j'aime pas utiliser le mot des clans parce que je crois que cette vision, elle est dépassée depuis un bout de temps. Parce que ceux qui pensent que la décision, elle est souveraine en Algérie, ça veut dire que des Algériens comme ça, soit des militaires, soit la présidence, soit un parti politique qui se lève et va dire tiens, Toufik n'est pas bon, on va l'enlever. Ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a une cause principale qui a fait en sorte que Toufik est devenu fragile. Restez avec nous, Yassine Saadi. Je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi, je vais d'abord lire quelques commentaires. Rachid Benou a dit Toufik n'est pas soutenu par la France, il tombe automatiquement, ne cherchez pas ailleurs. Zouaïmia, Toufik n'a, contrairement à ce qu'a dit Samid Ziri, Toufik n'a pas visité le siège de la CIA à Washington, c'est faux, même s'il demeure l'un des destructeurs du pays. Il n'a pas donné un bureau à la CIA à Alger. Le bureau de liaison de la CIA à Alger se trouve au niveau de l'ambassade US à Alger, comme celui du DRS au niveau du bureau militaire de l'ambassade de l'Algérie à Washington. Je reviens à Brahim Younsi. Donc, cette guerre des clans, finalement, d'après vous, à froid, est-ce qu'elle risque de dégénérer plus gravement qu'elle ne l'est? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas trop de dégâts, j'allais dire. Par exemple, généralement, quand il y a guerre des clans, il y a une fuite d'informations sur les uns par les autres et inversement, par presse interposée. Or, jusque-là, il n'y a rien qui filtre. Aucun clan ne livre de scandale sur l'autre clan. Alors, donc, à votre avis? Au moment où on ne livre pas effectivement de scandale, mais cela viendra. La lettre écrite, j'appelle ça une lettre, quant à moi écrite par un officier qui se cache derrière des pseudonymes, qui révèle ou qui fait des révélations sur le général Hassan. C'était un chauffeur au départ de Toufik, etc. Et qui parle des proximités, etc. C'est aussi une certaine façon de commencer. On a parlé de la boîte de Pandore. Effectivement, la boîte de Pandore va révéler des agents des uns et des autres. Et je continue à parler de guerre des clans parce qu'il y a bien une guerre des clans. Et Saadani, combien de divisions, si j'ose dire. Donc, Saadani a été, il est vrai, le porte-parole d'un clan bien identifié. Sauf que, à mon avis, il faut aller beaucoup plus loin. Moi, les services secrets, ce n'est pas ma chose. Ce n'est pas ma chose. Il s'agit de services secrets, il s'agit de services de renseignement. Et pour moi, tout cela est étrange.
quand le politique ne contrôle pas les services de renseignement. Et aujourd'hui, le politique ne contrôle pas les services de renseignement. Ce sont les services de renseignement qui contrôlent le politique. On a toujours parlé depuis toujours d'une police politique en Algérie. Et cette police politique continue. Mais moi, je cherche des lignes de clivage. Or, il y a des lignes de clivage. Quelles sont-elles, ces lignes de clivage? Pour qu'il y ait, si on a on a fait un petit... Brahim Younsi, je vais vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. On va vous appeler au téléphone. Il y a des coupures, je préfère parce que ce que vous dites est très intéressant. On vous appelle tout de suite. Samid Zeri, je reviens à vous, Samid Zeri. Oui, juste, je vais répondre au monsieur qui a dit qu'il n'a pas visité... Je vous en prie, répondez, après je vous poserai une question. Je vous en prie. Allô? Répondez et après je vous poserai une question. Je réponds. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre Mémoires, c'est les mémoires de Georges Tenet, patron de la CIA au moment des faits, qui le révèle et qui parle de la rencontre au siège de l'Anglais en Virginie. C'est pas moi. Deuxièmement, le bureau de la CIA à Alger, s'il n'y avait pas l'affaire d'Andrew Warren, eh ben, on ne saurait pas. C'est un bureau qui rentre dans une politique de collaboration. À l'époque, en 2001... Je rappelle qu'Andrew Warren, c'est l'officier qui s'est fait américain, qui s'est fait accuser d'atteinte aux mœurs. Il a été accusé et condamné aux États-Unis. Il a été accusé, mais condamné aux États-Unis, mais ils l'ont exfiltré d'Algérie avec l'accord. Alors que le délit s'est commis à Alger. Voilà. Oui. Et donc, il y avait une politique de collaboration. Ce n'est pas un bureau qui se trouve dans l'ambassade des États-Unis. Le bureau de DRS se trouve à l'intérieur de l'ambassade, mais le bureau de la CIA n'était pas... Il y avait un bureau de sécurité à l'intérieur de l'ambassade, comme toute ambassade, mais il y avait un bureau à l'extérieur, puisque M. Warren n'était pas présenté comme un représentant de services de sécurité américaine qui opère sous l'étiquette officielle et reconnue par l'État algérien. C'est ça le problème. Le gars, il avait une protection, une couverture commerciale. Il était dans les affaires, soi-disant, et c'est comme ça qu'il a approché ces trois femmes. Samid Zeri, oui. Une dernière question, répondez-moi de façon assez brève. Est-ce que le général Toufiq, qui a été en poste pendant 25 ans, et qui disposait du redoutable DRS, ça veut dire une pieuvre de renseignements absolument incroyable, qui allait jusqu'aux communes, jusqu'au fin fond du pays, avec des dizaines de milliers d'agents qui le renseignaient sur tout. Et il avait des BRQ, des bulletins de renseignement quotidiens, de 10 pages chacun, c'est une synthèse de tout ce qui se passait dans le pays qui lui arrivait chaque jour. Est-ce qu'un tel homme, qui possède des informations sur tout le monde, sans aucune exception, est-ce qu'il est aussi vulnérable qu'on veut nous le faire croire? Bien sûr, il est tout à fait vulnérable. La plupart des grandes dictatures sont tombées au moment de à leur apogée. Dans les services de renseignement, on dit que plus le service il est rigide, il est fermé, on arrive à un stade d'obsessionnel, de contrôle, et là, les analyses ils peuvent être fausses, et puis c'est là le moment de sa faiblesse, de sa vulnérabilité. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre la stratégie de contrôle et la stratégie de maîtrise. Parce que à force de contrôler, on rentre dans une phase de paranoïa. Tout le monde soupçonne tout le monde. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans les pays de l'Est et ailleurs. Et donc, les gens perdent confiance. Merci, Sami, je suis obligé de vous interrompre, excusez-moi. Je reviens à Brahim Younsi qui n'a pas parlé suffisamment, donc je vous laisse poursuivre, Brahim Younsi. C'est ce que l'on dit, c'est pas le temps que l'on prend. Absolument, je vous en prie, merci. Non, je disais tout à l'heure qu'il y a des lignes de clivage, à la fois sur le plan interne. Il y a un système qui est commun. Il est vrai que jusqu'à maintenant, un de vos invités, je ne me souviens plus lequel, a parlé d'équilibre et de déséquilibre, ou d'équilibre instable. Depuis un certain nombre d'années, depuis une certaine date, notamment on a cité l'année 2013, au moment de l'affaire Tegentourine, effectivement l'équilibre était devenu instable. Aujourd'hui, il y a très franchement un déséquilibre dans le rapport des forces. À la fois militaire et politique. Il y a un déséquilibre très clair.
Maintenant, ces déséquilibres-là ont des liens à l'intérieur et évidemment surtout à l'extérieur. On a parlé tout à l'heure de stratégie, mais c'est de géostratégie qu'il faut parler. Il y a des questions géostratégiques qui se posent. Vous avez des gens qui sont, pour les nommer de façon assez brève, mais y compris là, il y a des lignes de clivage qui entrent en considération, il y a des nuances, plus que des nuances qu'il faut mettre. Je veux parler de ceux qui sont plutôt atlantistes, et on a parlé de Toufir qui a des liens avec les États-Unis d'Amérique et avec beaucoup plus les services de renseignement américains, même si sa formation est soviétique. Ces lignes de clivage là comptent. Il y a des atlantistes et parmi ces atlantistes, vous avez des francophiles et ce sont ceux-là que l'on met, que l'on vise. Louisa Hanoun vise les francophiles à la fois chez les civils mais aussi chez les militaires, ceux qui ont donné un coup de pied au derrière à Toufir et qui mettent leurs amis en prison. Donc vous avez les francophiles. Vous avez aussi les partisans des États-Unis, de la politique américaine, et vous avez bien entendu, et certains généraux se sont exprimés là-dessus. Pour défendre l'alignement, tout simplement, l'alignement, parce que c'est de là dont il s'agit, de l'Algérie à l'Union soviétique, j'allais dire, à la Russie. D'autant que l'essentiel, sinon tout le matériel militaire, matériel stratégique de l'Algérie provient de Russie. Vous avez vu que la diversification de l'armement, alors que l'Algérie le demande, alors pour ne pas dépendre simplement d'un seul pays et de la Russie, veulent aller vers les États-Unis, vers la France pour avoir le matériel militaire nécessaire pour s'équiper. D'autant que le budget de la défense en Algérie ne cesse d'augmenter. Je crois qu'il y a un certain nombre de clivages là-dessus sur la question de l'orientation économique. Certains sont pour maintenir, d'ailleurs Louisa Hanoun, je trouve sincèrement parce que cela était visible depuis que l'Algérie a signé les accords de Barcelone, depuis que l'Algérie a signé les accords d'association avec l'Union européenne, depuis que l'Algérie fait des pieds et des mains pour entrer dans l'OMC, etc., que l'Algérie prend le virage du libéralisme économique, prend le virage de tout marché, prend le virage de la levée des barrières douanières, etc., etc. Il y a plein. Ce sont ces clivages-là. Il se trouve qu'il y a une succession qui se prépare. Et cette succession-là va décider de l'orientation à la fois économique, stratégique, politique, qui va être, et bien entendu idéologique, qui va être donnée à l'Algérie. J'ai lu aussi et entendu le secrétaire général du FLN parler, on parle dans le sens peut-être de Locke, de l'état civil, mais bon, cet état civil, entre guillemets, nous ne le voyons pas, parce que ce sont toujours, Toufir est parti, c'est le chef d'état-major, qui est devenu l'amphore, et c'est lui seul qui est l'amphore, les autres ne sont que, parce que c'est lui qui a les divisions. Les divisions ne sont pas entre les mains de la présidente de la République, elles sont entre les mains du vice-ministre de la Défense et chef d'état-major. Les divisions sont entre ses mains, bien entendu, même si le président de la République, dont on connaît l'état, hélas pour lui, l'état de santé, même si le président de la République est considéré comme le chef des armées, voilà. Mais c'est le chef d'état-major, c'est le vice-ministre qui conduit la politique militaire, qui conduit maintenant la politique du pays. Merci Brahim Younsi. Obligé de vous interrompre, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Je suis désolé auprès de mes deux autres invités de ne pouvoir revenir leur donner le mot de la fin. Je dirais, en guise de conclusion pour aujourd'hui, et pour permettre au général Toufir de s'exprimer en matière d'injustice et de violation des droits de l'homme, je l'invite publiquement à l'émission d'après-demain, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, à venir s'exprimer ici. Jamais il ne trouvera meilleure tribune pour nous convaincre
qui n'a rien à voir dans les atrocités indicibles commises par sa structure durant la décennie rouge. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Sami Dziri, merci à Yassine Saadi, merci à Brahim Younsi d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous voir. Salam alaikum.